19 décembre 1944. Verdun. Dans une salle de conférence glaciale. Eisenhower pose une question qui décidera du sort du front de l'Ouest. À quelle vitesse pouvez-vous contre-attaquer? Montgomery répond, 1 semaine. D'autres commandants estiment à 10 jours. Alors, Patton reste imperturbable. Certains. Je peux attaquer en 48 heures. Avec 3 divisions, la salle retient son souffle. C'est impossible. Toute son armée est orientée dans la mauvaise direction. 250 000 d'hommes devraient pivoter de 90 degrés à travers le pire hiver depuis des décennies. Et, 80 km plus au nord, la 101e division aéroportée est encerclée à Bastogne, résistant mais le temps presse. Lorsque la nouvelle de l'affirmation de Patton parvient à Hitler, sa réaction choque même ses propres généraux. Voici l'histoire de la manœuvre qu'aucun commandant ne croyait possible, de la résistance inébranlable et de ce que déclara le haut commandement allemand lorsque Patton transforma le désastre en le plus grand renversement de situation de la guerre. 16 décembre 1944, 5h30. La forêt d'Ardan explosa sous les tirs d'artillerie. Plus de 200 000 soldats allemands et près de 1000 chars déferlèrent à travers le brouillard des forêts belges. Adolf Hitler lançait sa dernière contre-offensive désespérée, l'opération Wacht am Rhein. Surveiller le Rhin. Le plan était audacieux. Les forces allemandes devaient percer les lignes américaines, faiblement défendues, progresser vers le nord-ouest pour s'emparer du port stratégique d'Anvers et couper les armées alliées en deux. En cas de succès, Hitler pensait que cela forcerait les alliés occidentaux à négocier une part séparée du conflit, permettant ainsi à l'Allemagne de concentrer toutes ses forces contre l'Union soviétique qui avançait depuis l'Est. Hitler avait tout misé sur cette offensive. Les dernières réserves, le carburant, les munitions et les troupes expérimentées de l'Allemagne étaient engagées. Dans son bunker de commandement, le général, obsédé par la peur, étudiait avec acharnement les cartes, indiquant les itinéraires d'avancée prévus, sa santé se détériorant, ses mains tremblantes. Il croyait néanmoins que cette opération pouvait renverser le cours de l'Allemagne. L'offensive allemande a produit un effet de surprise totale. Les unités américaines, dont beaucoup étaient inexpérimentées ou se remettaient de combats précédents, furent submergées par l'assaut soudain. Les communications furent coupées. Les unités se dispersèrent. Le commandement et le contrôle s'effondrèrent. En quelques heures, les fers de lance allemands avaient pénétré de plusieurs kilomètres dans les positions alliées, créant une brèche importante dans les lignes américaines. Mais un lieu devint crucial pour les plans allemands. Bastogne, une petite ville belge, où convergeait cette route principale. Dans les Ardennes densément boisées, avec peu de routes pavées et des conditions hivernales, limitant les déplacements hors route. Le réseau routier de Bastogne était essentiel. Celui qui contrôlait la région contrôlait les mouvements. La 101e division aéroportée, en route à la hâte depuis ses positions de réserve, atteignit Bastogne quelques heures seulement avant que les forces allemandes ne l'encerclent, le 20 décembre. Avec des éléments de la 10e division blindée et des unités dispersées, environ 18 000 soldats américains se retrouvèrent encerclés par 5 divisions allemandes. Plus de 45 000 hommes, appuyés par des chars et de l'artillerie. Les commandants allemands étaient confiants. Les Américains encerclés manquaient de ravitaillement, disposaient de munitions limitées et étaient confrontés à une situation désespérée. Les conditions hivernales clouèrent au sol les avions alliés, empêchant tout ravitaillement ou appui aérien. Les Allemands contrôlaient toutes les routes d'accès. La reddition semblait inévitable. Le 22 décembre, les commandants allemands adressèrent un ultimatum au général de brigade Anthony McAuliffe, commandant par intérim de la 101e division aéroportée, se rendre honorablement ou subir l'anéantissement. La réponse de McAuliffe devint légendaire. Un seul mot tapé à la machine, Nut. Lorsque des officiers allemands, perplexes, demandèrent ce que cela signifiait, les représentants américains expliquèrent « ça veut dire allez vous faire foutre ». Cette réponse provocatrice stupéfia les commandants allemands. Ils s'attendaient à une capitulation rapide de la part de forces encerclées et en infériorité numérique. Au lieu de cela, les parachutistes américains se retranchaient en vue d'un siège. À l'intérieur de Bastogne, la situation se dégradait rapidement. Les munitions étaient rationnées. Les fournitures médicales s'épuisaient. La nourriture était rare. Le temps restait glacial. Les températures descendaient.
bien en dessous de zéro la nuit. Mais là, 101e timbon, chaque assaut allemand fut repoussé. Les parachutistes, vétérans de Normandie et de l'opération Market Garden, maîtrisaient la guerre défensive. Ils créèrent des positions imbriquées autour du périmètre de Bastogne, utilisèrent les bâtiments de la ville comme abri et firent payer aux forces allemandes chaque avancée. Hitler, surveillant l'offensive depuis son quartier général, était de plus en plus frustré. Bonn était censé tomber rapidement, ouvrant la voie à ses divisions blindées, se dirigeant vers la rivière Mousse. Au lieu de cela, elle demeurait un obstacle. Un barrage routier tenu par des parachutistes américains obstinés, qui refusaient de se rendre, malgré des chances infimes. 19 décembre 1944, 11 heures. La conférence d'urgence de Verdun réunit 16 aux commandants alliés. Le commandant suprême Dwight Eisenhower ouvrit la réunion avec sa franchise habituelle. La situation actuelle doit être considérée comme une opportunité pour nous et non comme un désastre. Cette déclaration sembla absurde à certains commandants. Les forces allemandes avaient percé une importante brèche dans les lignes alliées. Les positions américaines étaient dispersées le long de l'Ardent. La 101e division aéroportée était encerclée à Bastogne, mais l'instinct stratégique d'Eisenhower était juste. L'offensive allemande avait retiré ses réserves de leur position défensive, créant ainsi des opportunités de contre-attaque. Eisenhower se tourna vers le lieutenant-général George Smith Patton Jr. Commandant la 3e armée au sud. George, quand pourrez-vous attaquer le nord avec des forces substantielles? La suite des événements allait entrer dans la légende militaire. Il se dirigea vers la carte de situation. Je peux attaquer avec 3 divisions le 22 décembre, déclara-t-il fermement. Dans 48 heures. Plusieurs commandants rirent, pensant que Patton faisait de la figuration. Même son ami, le général Omar Bradley, était sceptique. La 3e armée était engagée dans des opérations actives à 225 km au sud, face à l'est, en direction de l'Allemagne. Faire pivoter toute l'armée de 90 degrés, la déplacer sur des routes hivernales et lancer une attaque coordonnée en 48 heures semblait impossible. Quand pouvez-vous commencer? Insista Eisenhower, souhaitant une évaluation réaliste. Le matin du 22 décembre, répéta Patton sans hésitation. Sa confiance n'était pas feinte. Pendant que les autres commandants dormaient, l'état-major de Patton avait travaillé toute la nuit à préparer des plans d'urgence. Patton avait étudié des cartes, calculé les temps de déplacement et prépositionné des équipes de reconnaissance. Il savait que c'était possible car il l'avait déjà planifié. Le contraste avec le maréchal britannique Montgomery était saisissant. Montgomery, commandant les forces au nord des Ardennes, déclara qu'il lui faudrait jusqu'au 1er janvier pour préparer une contre-offensive digne de ce nom, 2 semaines pour organiser et masser ses forces et assurer un approvisionnement suffisant. Cette approche méthodique était typique de Montgomery, méticuleuse, prudente, réticente à attaquer avant que tout ne soit parfait. Eisenhower prit sa décision. Patton attaquerait au sud des Ardennes le 22 décembre. Montgomery organiserait la contre-offensive au nord pour début janvier. La réunion s'acheva, la réputation de Patton en jeu. Il avait promis publiquement l'impossible devant toute la hiérarchie alliée. Au moment où les commandants partaient, Bradley prit Patton à part. « George, tu as intérêt à tenir ta promesse. Tous les généraux ici présents viennent de t'entendre promettre quelque chose que la plupart jugent impossible. » La réponse de Patton fut simple. « Je serai à Bastogne pour Noël. » Ce qui suivit fut l'une des manœuvres militaires les plus remarquables de l'histoire américaine. La 3e armée, forte d'environ 250 000 soldats et de plus de 130 000 véhicules engagés dans des opérations de combat, dut se désengager, pivoter de 90 degrés et attaquer vers le nord tout en maintenant son efficacité au combat. La logistique était colossale. Les routes étaient étroites, verglacées et encombrées de véhicules militaires circulant dans plusieurs directions. Les bataillons d'artillerie durent se déplacer de leur position de tir. Les réseaux de communication durent être reconfigurés. Les dépôts de ravitaillement établis pour les opérations vers l'est durent être déplacés. Le temps était terrible. Les températures chutèrent en dessous de zéro. La neige mêlée de pluie verglaçante créait des conditions périlleuses. Des véhicules tombèrent en panne à cause du froid, mais l'état-major de Patton exécuta les ordres de mouvement avec une efficacité remarquable. Les commandants d'unités comprenaient que la rapidité primait sur un positionnement parfait. Le 21 décembre,
les 3 divisions, étaient en position au sud de Bastonia. La 4e division blindée, en fer de lance, était appuyée par les 26e et 80e divisions d'infanterie. Elles avaient parcouru des distances allant de 120 à plus de 240 km en 48 à 72 heures, exactement comme Patton l'avait promis. Bradley, observant la situation depuis son quartier général, était stupéfait. Il avait douté que Patton tienne ses promesses. À présent, les forces de la 3e armée étaient en position d'attaquer comme prévu, malgré des difficultés qui auraient dû rendre l'opération impossible. 22 décembre 1944. Dans son quartier général, Adolf Hitler étudiait les rapports américains. Les mouvements suscitaient une inquiétude croissante. Ses officiers de renseignement rapportèrent une information qui semblait impossible. Toute la 3e armée de Patton pivotait vers le nord, en direction des Ardennes. La première réaction d'Hitler fut l'incrédulité. Déplacer une armée entière. Des centaines de milliers de soldats. Des milliers de véhicules, par 32 degrés Celsius en plein hiver, tout en maintenant sa capacité de combat, était considéré comme dépassant les capacités d'organisation américaines. La doctrine allemande supposait que de telles manœuvres nécessitaient des semaines de préparation, mais les rapports de reconnaissance et les interceptions radio le confirmèrent. La 3e armée avançait rapidement. La 4e division blindée engageait déjà les positions allemandes. Au sud de Bastonia, les divisions d'infanterie se déployaient pour un assaut coordonné. La vitesse et la coordination des mouvements stupéfièrent les commandants allemands. Patton, aurait dit Hitler à son état-major. Toujours Patton. Le dirigeant allemand avait développé une véritable obsession pour le général américain. Les services de renseignement allemands suivaient Patton depuis l'Afrique du Nord, étudiant ses tactiques, analysant ses schémas opérationnels et tentant d'anticiper ses mouvements. Lors de la planification de l'offensive des Ardennes, les commandants allemands avaient spécifiquement pris en compte la réaction probable de Patton. Ils estimaient qu'il lui faudrait au moins une semaine pour organiser une contre-attaque, un délai suffisant pour que les forces allemandes atteignent la rivière Meuse et consolident leur gain. Un retournement en 48 heures n'avait jamais été jugé possible. La frustration d'Hitler se manifesta dans des ordres donnés à ses commandants sur le terrain. Bastonia devait être prise immédiatement. La poche américaine était devenue plus qu'un simple obstacle tactique. C'était un problème psychologique. Si des parachutistes encerclés pouvaient tenir indéfiniment, cela démontrerait une résilience américaine qui contredirait les hypothèses allemandes sur le moral de l'ennemi. Les forces allemandes intensifièrent leurs attaques sur le périmètre de Bastonia et de nouvelles divisions furent engagées. Les bombardements d'artillerie s'intensifièrent, mais la 101e aéroportée tint bon sur toutes ses positions. Chaque assaut allemand fut repoussé. La météo, qui avait initialement favorisé les opérations allemandes en clouant au sol les avions alliés, se retourna contre eux, rendant les mouvements difficiles et compliquant les lignes de ravitaillement. Le 23 décembre, le ciel se dégagea. L'aviation alliée, clouée au sol pendant des jours, frappa les positions allemandes avec des effets dévastateurs. Des centaines d'avions de transport C-47 larguèrent des vivres à la garnison de Bastonia. Les parachutistes se précipitèrent pour récupérer des conteneurs de munitions, de rations et de fournitures médicales. Le moral remonta en flèche. Il n'était pas abandonné. La réaction d'Hitler au largage de ravitaillement révéla sa compréhension de plus en plus défaillante de la réalité du champ de bataille. Il ordonna à sa Luftwaffe d'intercepter les transports, mais les forces aériennes allemandes n'étaient plus en mesure de contester la supériorité aérienne alliée. Il exigea des attaques plus intenses sur Bastonia, mais les unités allemandes étaient déjà engagées au maximum de leurs efforts. Pendant ce temps, les forces de Patton progressaient péniblement vers le nord face à une résistance allemande acharnée. La 4e division blindée menait l'avancée. Sous son commandement, le lieutenant-colonel Craton Abrams poussant ses chars d'assaut sans relâche. La progression se mesurait en centaines de mètres. Parfois moins. Les défenseurs allemands comprenaient qu'empêcher Patton de secourir Bastonia était crucial pour le succès de l'offensive. Dans son ensemble, 26 décembre, 16h50, le char de tête du groupe opérationnel d'Abrams, un char Sherman Cobra King, perça les lignes allemandes et atteignit le périmètre de Bastonia. Le lieutenant Charles Boga, commandant le char, se tenait dans
la trappe de sa tourelle, agitant un panneau d'identification orange. Les soldats du 398e bataillon du génie de la 101e division aéroportée. Reconnaître des chars américains. Approchant du sud. Le siège était levé. En quelques heures, des convois de ravitaillement entrèrent à Bastogne. L'évacuation médicale commença. Des munitions fraîches arrivèrent. Là, rassemblement réussi en 7 jours. Non pas les 48 heures promises pour le début de l'attaque, mais étonnamment rapide. Tout de même, lorsqu'Hitler reçut la confirmation que les forces américaines avaient atteint Bastogne, sa réaction fut une fureur froide. Selon les officiers d'état-major présents, il exigea des contre-attaques immédiates pour encercler la ville. Mais les forces allemandes étaient épuisées, à court de carburant et de munitions, et faisaient face à une pression américaine croissante sur l'ensemble du saillant. La libération de Bastogne marqua le tournant de la dernière offensive d'Hitler. L'opération n'avait pas réussi à atteindre ses objectifs principaux. Les réserves allemandes étaient épuisées, et Patton avait démontré que les forces américaines pouvaient réagir avec une rapidité et une efficacité que les plans allemands n'avaient jamais anticipées. 27 décembre 1944. Janvier 1945. La libération de Bastogne n'a pas mis fin à la bataille. Pendant 3 semaines supplémentaires, d'intenses combats ont fait rage autour de la ville. Alors que les forces allemandes tentaient de